Dans cette vidéo, je te présente 4 lieux les plus hantés de la ville de Montréal. Imaginez-vous seul, de nuit, dans un vieux manoir, converti en studio de radio. Il est minuit passé, la musique rock tourne en boucle et quelque chose d'invisible semble vous observer. Bienvenue chez Chaume FM, The Spirit of Rock, la radio montréalaise bien connue pour son fantôme. En 1972, la station Chaume quitte ses anciens locaux de la rue Green pour s'installer juste en face, dans une grande maison en pierre grise au 1355 avenue Green. Le lieu a un certain cachet et un passé quand même tragique. On raconte qu'autrefois, c'était une boutique d'antiquités tenue par une dame dont le mari s'est suicidé dans la chambre du fond d'un coup de fusil, alors qu'il portait un chandail vert. Or, cette même pièce est devenue la bibliothèque musicale de Chaume. Autant dire que l'âme du défunt n'a pas vraiment apprécié l'occupation. Très vite après l'emménagement de la radio, des phénomènes étranges sont signalés. Des auditeurs appellent carrément la station en direct pour demander d'éteindre un bourdonnement bizarre à l'antenne. Et alors qu'en studio, tout semble normal au niveau du son. Bob Braid, un des animateurs, a vécu un face-à-face glaçant en 1977. Alors qu'il animait l'émission de nuit, il descend prendre un café. Au moment de se passer un peu d'eau dans le visage pour se réveiller, il lève les yeux et voit dans le miroir un homme en chandail vert derrière lui. Et sur le coup, Rob va paniquer. Mais il va dire un peu plus tard avec humour qu'il y avait un petit sachet avec lui ce soir-là qui contenait un genre d'épices vertes qu'il va jeter parce qu'il dit que ça lui jouait un peu des tours. Bon, c'était peut-être ça la raison du fantôme, qui sait. Mais le mal était fait. Le fantôme du 1355 avenue Green venait de gagner ses galons de célébrité. Braid n'est pas le seul à avoir senti une présence. L'ambiance nocturne à la station était si pesante que les patrons ont même décidé un soir de tenter quelque chose d'incroyable. Ils vont faire une séance d'exorcisme en bonne et due forme, avec 2 prêtres, comme dans le film, là. Et la légende dit que Bob Beauchamp, un DJ senior des ondes, avait dit à Rob de ne pas entrer là en soirée parce qu'il allait avoir quelque chose de spécial. Et quand Rob est entré dans la pièce, la légende dit que les 2 prêtres ont fait le saut de leur vie. Ils croyaient que c'était l'entité qui rentrait dans la pièce. Mais depuis ce jour, personne n'a revu le fantôme dans les studios de Chaume. Alors, est-ce que c'est une coïncidence ou c'est tout simplement un effet placebo qui a aidé tous ceux qui étaient là à ne plus rien voir? Aujourd'hui, Chaume n'est plus à cet emplacement-là. C'est quelqu'un qui fait de la haute couture. Donc, petite publicité gratuite pour Mike Haute Couture. Et comme je le disais dans une vidéo précédente, le fait de vivre dans un vieux manoir comme ça, rempli d'histoire, peut nous jouer des tours à certaines occasions. Mais j'aimerais vraiment le vivre une fois dans ma vie. Notre deuxième étape nous amène au cœur du centre-ville, devant l'imposant couvent des Sœurs Grises. Aujourd'hui, c'est la propriété de l'Université Concordia. Imaginez un bâtiment du 19e siècle, couloirs blancs interminables, silence pesant et quelques 232 sépultures scellées juste sous vos pieds. Ajoutez à cela un passé tragique, fait de foyers d'épidémies et d'enfants perdus, et vous comprendrez pourquoi la résidence étudiante est considérée comme l'un des lieux les plus hantés de Montréal. Le couvent, aussi appelé Grey Nuns Mother House, a été construit en 1871 pour abriter la congrégation des Sœurs Grises. Et durant plus de 130 ans, les religieuses y ont vécu, prié, soigné les malades, car le lieu faisait aussi office d'hôpital et même recueilli des orphelins, puisqu'une partie servait d'orphelinat. Et pendant l'histoire du couvent, il y a eu près de 1000 sœurs qui ont passé par là, et 232 d'entre elles sont toujours à ce jour, enterré dans la crypte. C'est un vrai cimetière clandestin qui est sur le plancher des étudiants. Mais hélas, ce n'est pas tout. Le couvent a connu un drame effroyable. Le 14 février 1918, un incendie se déclare dans l'orphelinat situé au dernier étage. Les flammes dévorent le dortoir des bébés. Et malgré l'héroïsme des pompiers et des soldats convalescents qui accourent pour sauver les enfants, le feu est trop intense. 60 enfants périssent dans l'incendie. Et les rumeurs disent qu'il y aurait eu plus de pertes humaines que ça.
ça, parce que le feu était tellement flamboyant qu'il aurait réduit certaines personnes en cendres. Et avec un tel passé, c'est pas étonnant que les récits de fantômes se multiplient parmi les étudiants. Beaucoup décrivent un sentiment de malaise, d'énergie lourde. Certains avouent même avoir fait des cauchemars horribles peu après leur arrivée. Des rêves d'enfants défigurés, des enfants au visage brûlé qui hantent leur nuit. Et je sais pas pour vous, mais pour moi, je pense qu'un fantôme d'enfant, c'est pire. Mais il faut se dire que les fantômes de ces enfants-là sont probablement pas là pour mal faire. Mais ça reste dégueulasse. D'autres ne dorment carrément pas, terrifiés à l'idée que quelque chose erre dans les couloirs. Et il y a eu des apparitions bien concrètes. L'histoire circule qu'une étudiante, en se passant de l'eau sur le visage, a cru voir derrière elle la silhouette d'une sœur vêtue de son voile, exactement comme si une sœur grise se tenait juste derrière elle à la surveiller. Une frayeur immense. Elle s'est fermé les yeux, elle s'est couvert les yeux et puis elle a dit « Non, 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 c'est pas possible !» Probablement dans ce genre-là. Et en se réouvrant les yeux, il y avait absolument rien. Mais toujours est-il qu'une sœur dans un miroir, c'est devenu un classique, surtout avec des films bien connus, hein? Et inquiétez-vous pas, je vous mets pas de jump scare, c'est pas mon genre. Un étudiant en art habitant une chambre au rez-de-chaussée raconte qu'en allant aux toilettes, il a distinctement entendu des bruits de pas et de rires d'enfants jouer, juste de l'autre côté du mur, là où se trouve précisément la crypte. Mais en pleine nuit, aucun enfant n'est censé être là. Au deuxième étage, une autre résidente a signalé un phénomène tout aussi étrange, de petites orbes noires flottantes qui apparaissent dans sa chambre. Elle décrit des sortes de taches sombres qui se déplacent lentement dans l'air, avec un centre encore plus noir, puis disparaissent dès qu'on essaie de les fixer du regard. Et l'étudiante qui se décrit comme étant païenne dit que, du coin de l'œil, ça peut paraître étrange et perturbant, mais qu'au fond, ça nous veut pas de mal. Et un étudiant a même remarqué un phénomène farceur inattendu. Son voisin trouve régulièrement des Cheerios posés à des endroits improbables chez lui. Un poltergeist farceur qui déplace des Cheerios. On aura tout vu du côté du couvent des Sœurs Grises. Et on peut pas exclure le Mont-Royal dans cette vidéo, et vous allez voir, il y a quelque chose d'assez intéressant à la fin de celle-ci. Le Mont-Royal prend une toute autre allure la nuit. Ses forêts s'assombrissent, le vent y chuchote entre les tombes, parce que oui, la montagne abrite d'immenses cimetières, tellement vastes qu'on surnomme l'endroit la ville des morts. Pas moins de 4 cimetières s'y côtoient, catholiques, protestants et même 2 juifs, rassemblant ensemble l'une des plus grandes concentrations de sépultures en Amérique du Nord. En environ 170 ans, plus de 200 000 personnes y ont été enterrées. Et c'est un chiffre vertigineux, 200 000 personnes enterrées. Avec autant de tombes et de fantômes potentiels, vous allez voir que les histoires s'en vont pas du sens que vous espériez. La plus célèbre apparition du Mont-Royal est sans doute, sans conteste, le fantôme d'un guerrier autochtone algonquin. De nombreuses personnes assurent avoir vu la silhouette d'un Amérindien en tenue de guerre errer près des falaises du cimetière du Mont-Royal. Parfois immobile observant la ville ou parfois marchant lentement entre les pierres tombales. Cette histoire circule depuis fort longtemps, au point d'attirer des curieux nocturnes en quête d'une photo. Selon un guide local, tellement de gens tentaient de voir ce spectre que la sécurité a dû être renforcée autour du cimetière la nuit. Et un Mohawk de Kanawake va même dire publiquement en 2022 que le mont est juste totalement hanté. De fait, on a retrouvé des ossements amérindiens lors de travaux près de l'ancien hôpital Royal Victoria, et on soupçonne même qu'il y en aurait sous l'emplacement de la croix elle-même. Et c'est là que le folklore rentre en scène. Accrochez-vous. Des histoires circulent que McTavish, Simon de son prénom, sort de sa tombe la nuit pour faire de la luge dans son propre cercueil, le long des pentes enneigées. Des gens juraient voir un squelette assis dans son cercueil dévaler les pentes du Mont-Royal. C'est complètement... Mais étrange coïncidence, à la même époque, on stockait parfois des cadavres en hiver dans des dépôts sur le mont, en attendant le dégel pour les enterrer. Or, des étudiants en médecine auraient dérobé des corps pour leur cours d'anatomie, et pour ne pas se faire pincer en descendant la montagne, ils les auraient transportés rapidement, en luge. C'est du moins l'hypothèse qu'avance l'historien Pierre-Luc Barry. Les fameuses luges funéraires aperçues la nuit. Ce n'était peut-être pas Simon McTavish, mais des voleurs
voleurs de cadavres filant à toute vitesse avec leur butin morbide. Mais franchement, entre un fantôme lugeur ou des voleurs de cadavres, je ne sais pas ce qui est le plus effrayant. Encore aujourd'hui, lors de randonnées guidées, on aime rappeler le sleigh ride macabre de McTavish. Le Journal de Montréal notait récemment que ces récits de luge macabres ont largement contribué à forger la réputation hantée de Montréal. Alors, est-ce que le Mont-Royal est vraiment hanté ou juste amplifié d'histoires un peu basées sur le folklore? Ben, je pense qu'on peut dire un peu les deux. Pour le prochain lieu, on sort du froid et on retourne en ville, au chaud, sous les dorures d'un grand hôtel de luxe, le Fairmont Reine-Élisabeth. Et selon la rumeur, une résidente fantomatique qui ne paie jamais sa note. Cette dame invisible arpenterait les couloirs en silence, veillant peut-être sur l'hôtel depuis l'époque de son inauguration, en 1958. Et pour certains, vous l'aurez deviné, on parle du fantôme en robe blanche du Reine-Élisabeth. Mais cet hôtel est surtout connu pour un événement historique. En 1969, John Lennon et Yoko Ono y ont fait leur fameux Bed-In for Peace pendant une semaine, dans la suite 1742, y enregistrant la chanson Give Peace a Chance. Mais Notre-Dame en blanc n'a rien à voir avec cette histoire un peu hippie. Sa légende à elle est bien plus discrète. Plusieurs clients et employés affirment avoir aperçu une femme vêtue de blanc errant dans les corridors la nuit. Et on ne distingue pas vraiment ses traits de visage. On voit tout simplement une silhouette féminine en robe de nuit blanche. Ce spectre a été signalé surtout dans les étages supérieurs de l'hôtel. Certains pensent qu'il s'agirait d'une femme ayant mis fin à ses jours dans sa chambre, peut-être après une déception amoureuse ou lors d'un bal dans les années 1960. D'autres murmurent que ça pourrait être le fantôme d'une femme de chambre. L'identité reste assez floue. En 2017, un représentant de Booking.com confiait à la télé que des coups violents étaient associés aux apparitions de cette femme en blanc. Speaking of hotels, which is Booking.com specialty, we have the Fairmont Queen Elizabeth. Yes, the Queen Elizabeth Cottage. Absolutely. Well, it's been through an extensive renovations, as you know. I was lucky enough to be there last week, and it's beautiful. But there's been reports of a woman dressed in white that wanders around the corridors, and there's some loud banking associated with that, and some cold spots. It's pretty interesting. I have goosebumps just thinking about it. Des clients du Fairmont ont rapporté avoir été réveillés par des coups frappés à leur porte en plein milieu de la nuit, sans personne derrière lorsqu'ils ouvraient. D'autres ont entendu quelqu'un fredonner une berceuse ou une vieille chanson dans un couloir tout à fait désert. Comme si notre Dame Blanche chantonnait la nuit. Imaginez-vous arpentant le corridor à 2 heures du matin et vous entendez une voix féminine au loin qui fredonne. J'en ai un peu la chair de poule. Et il y a le troublant témoignage d'une voyageuse qui est disponible sur le site de la Psycan, ou Psycan, je sais pas trop comment le prononcer, qui est en fait, lui, un organisme canadien d'enquête paranormale. La voyageuse raconte que vers 6 heures du matin, dans sa chambre, elle a commencé à entendre des bruits de pas, comme si quelqu'un marchait près du lit, faisant les 100 pas autour. Encore à moitié endormie, elle se dit que ça vient peut-être de la chambre au-dessus ou du couloir, mais les bruits autour d'elle persistent. Elle perçoit aussi des bruits d'objets déplacés, tantôt dans la salle de bain, tantôt près de la télé. Un cliquetis, un froissement. Sauf qu'il n'y a absolument personne dans la pièce. Évidemment, comme à l'habitude. Mais les sons étaient suffisamment forts pour la tirer du sommeil, comme si quelqu'un faisait exprès de la réveiller. Elle va tenter de se rendormir, un peu effrayée mais rationnelle. Il doit y avoir une explication. Les murs sont fins, je sais pas. Jusqu'au moment où elle ressent un coup physique dans le matelas. Comme si quelqu'un avait donné un grand coup de poing ou s'était brusquement assis sur le lit à côté d'elle. Et la témoin affirme qu'elle a reçu le message. Il est temps de quitter la chambre. Je sais pas quoi vous dire de plus. Et petite anecdote personnelle, et ça vous est probablement déjà arrivé de vous réveiller, d'être entre deux mondes, tôt le matin ou la nuit, et vous êtes juste là, calme, et vous entendez un bruit inhabituel. Un genre de clic ou un verre qui se pose. Et je me souviens qu'en étant plus jeune, ça m'arrivait beaucoup plus souvent. Est-ce que j'étais juste endormi ou tout simplement c'est un rêve? Mais dans la maison de mes parents, j'entendais souvent un verre se poser sur le comptoir. Et j'étais réveillé assez longtemps pour me rendre compte qu'il n'y avait personne debout. Mais encore là, c'est peut-être juste un trouble du sommeil ou peut-être qu'il y avait vraiment quelqu'un debout, je sais pas. Mais tout ça pour dire que l'histoire de la dame est quand même assez troublant et je trouve ça vraiment épeurant.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez apprécié, n'hésitez surtout pas à liker, commenter et partager avec vos amis. Et pourquoi pas aller voir cette prochaine vidéo. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.